85 ans ou plus, sans limite supérieure. Un sexe ratio était assez équilibré, même totalement équilibré à 50%, 25 hommes, 25 femmes, avec un âge médian de 86 ans, avec des extrêmes limite inférieure de 85 ans et l'âge maximal de 97. La pathologie cancéreuse était nettement dominée par la pathologie colorectale, avec une répartition à peu près égale entre le côlon droit et le côlon gauche, une quand même proportion intéressante de cancer du rectum à 24%, et les taches mucosoliques par contre étaient uniquement représentées par l'estomac et encore dans une petite minorité à 6%. La prise en charge de ces patients s'est faite pour la majorité, pour les 3/4, en chirurgie réglée. Cependant, il existait 26% de patients qui ont bénéficié de la chirurgie dans un contexte d'urgence. Comme on va parler de l'évaluation préopératoire, voilà l'évaluation dont nous avons disposé en préopératoire chez les patients qui ont été étudiés. D'abord, ils ont tous été opérés, donc tous ont eu une anesthésie générale et une consultation pré-anesthésie dans laquelle le score de l'ASA a été rapporté. Alors, ça a été évaluable chez tous les patients avec un score qui se regroupe pour la majorité des malades, un ASA 3. On a une proportion 8 malades sur les 50 qui avaient un ASA coté à 1, donc ce qui n'est pas rare, et ce qui est même moins rare que les patients qui étaient cotés à ASA 4. Mais la grande majorité se retrouvait aux alentours des 2-3. Par contre, si on parle d'évaluation gériatrique pure, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment bénéficié d'une évaluation préopératoire de leur état général par une évaluation gériatrique validée, eh bien, est très faible. Seulement 2 patients, soit 4% de l'effectif. En post-opératoire, on a analysé la durée médiane de séjour, qui est de 15 jours, avec des extrêmes allant de 4 jusqu'à 45 jours. Et finalement, on peut faire correspondre cette durée relativement longue à le fait que le mode de sortie des patients, après la chirurgie, se déplace très largement et majoritairement vers des sorties de l'hôpital, vers une autre structure de soins, que j'ai appelé ici de convalescence, qui peut être de la SSR, un hôpital périphérique ou une EHPAD médicalisée. Les résultats en morbimortalité ont montré une morbidité post-opératoire à 38% pendant l'hospitalisation. À 1 mois, on retombait sur une morbidité à 22%, soit pour une morbidité globale à 46%, sans détailler les causes et ce qui était impliqué dans ces morbidités-là de manière générale. La mortalité à 1 mois, également notée à 10%, donc dans la série que l'on a vue ici. Donc nous avons arbitrairement, entre guillemets, fixé le seuil de 85 ans. Pas si arbitrairement que ça, parce que c'est reconnu comme étant un espèce de tournant qu'on définit comme un repère de fragilité. Et pour ceux qui ont vraiment travaillé sur le sujet, Baldouchi a défini comme étant le moment de la vie où les réserves étaient un peu épuisées. Donc les patients avaient probablement moins de capacité à répondre à des agressions, que ce soit la chirurgie ou les complications éventuelles de la chirurgie. C'est pratique parce que c'est aussi un endroit où il y a un pic d'incidence pour la pathologie qu'on veut étudier, en l'occurrence le cancer, et fortement représenté par les problèmes colorectaux, et c'est aussi la prédominance dans cette population-là des cancers colorectaux. Alors en termes de mortalité globale, nous on avait trouvé 10% sur notre petite série. Sur les séries plus importantes, on a des correspondances avec des papiers qui sortent à 9% jusqu'à 23%. Alors j'ai pris celle-là, il y a parfois plus de mortalité qui sont notées, mais je trouvais celle-là assez intéressante parce que c'était une série de Limoges. Je ne sais pas si M. Guénan doit s'en rappeler, 23% de mortalité. On était sur des patients de plus de 80 ans et c'était toute chirurgie confondue. On n'était pas uniquement dans la chirurgie carcinologique, mais c'était une série qui avait inclus pas loin de 700, 690 malades. C'est représentatif. Et puis, on a inclus également les patients opérés en urgence, et c'est intéressant parce qu'il est défini effectivement que la prise en charge en urgence, ça paraît aussi un peu logique, est un facteur de surmortalité lorsqu'on doit traiter la pathologie cancéreuse du sujet âgé. Donc, pour ce qui est de l'évaluation, on avait pour tous les malades un score ASA. Est-ce que c'est déjà une évaluation? Bien oui, parce qu'une évaluation, ça veut dire pouvoir prédire des complications avant l'intervention. Et il a été montré que le score de l'ASA était un facteur de risque de complications sur un papier de 2000 dans American Surgery. La survie globale, en elle-même, on a vu la mortalité, la survie après, va être définie, pas forcément justement par le problème de la pathologie en elle-même, mais de la comorbidité, des comorbidités qui s'associent au malade. D'où l'intérêt de cette évaluation, parce que le patient qui va avoir des problèmes, décédé, voire en post-opératoire, ne va pas forcément le faire de sa pathologie que l'on a voulu traiter, mais de tout ce qu'il y avait autour. Et si on ne les a pas pris en compte, eh bien c'est dommage de régler un problème pour en précipiter dans l'autre.
À l'inverse, si on ne le fait pas, il a été montré qu'on a un accroissement significatif du taux de mortalité. Les patients qui n'ont pas été évalués n'ont donc pas pu logiquement bénéficier de corrections de troubles qui auraient pu être dépistés en préopératoire, et on a dans ces conditions-là un accroissement de la mortalité péri, surtout post-opératoire. Donc au total, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une évaluation en préopératoire. On doit pouvoir la faire pour tous les malades et de manière indispensable pour les patients qu'on va prendre en charge en chirurgie réglée, puisque il va falloir s'inscrire dans une démarche préopératoire pour pouvoir justement avoir l'objectif en post-opératoire de la diminution de la mortalité et des coûts et de toutes les conséquences que cela va engendrer dans cette population-là. Je vous remercie, je laisse la parole. Monsieur Fredon, je suis bien sûr entièrement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, d'autant plus que mon topo va être complètement centré sur le cancer colorectal, c'est une première pathologie que l'on opère chez nos sujets. Alors ça, c'est enfoncer une porte ouverte, la survie globale du cancer colorectal chez le sujet âgé est différente de celle du sujet jeune. De là, depuis 85 ans, que ce soit à 2 ans ou 5 ans, le sujet âgé a tendance à plus mourir que le sujet jeune. Ça, c'est une étude avec c'est gros, hein, c'est le Lancet, ça marche pas. Et puis, si on se penche maintenant un petit peu plus sur cette histoire de mortalité, si on regarde l'analyse de Decker, étude rétrospective, 9600 cancers colorectal, alors il a quand même éliminé les stades 4, ce qui permettait bien sûr de sortir tout ce qui était métastatique. Et il a analysé la survie selon l'âge à 30 jours et 1 an. Mais finalement, si on regarde toutes ces groupes, que ce soit le cancer colique, le cancer rectal, alors c'est vrai qu'au-delà de 75 ans, ça meurt beaucoup plus. Mais si on place la barre et que l'on considère simplement la mortalité après 1 an, c'est-à-dire la survie relative conditionnelle, donc on franchit la première année, on regarde ce qui se passe après 1 an, les personnes âgées qui ne sont pas mortes dans l'année qui a suivi leur chirurgie, finalement, ont la même espérance de vie, que ce soit à 2 ans, à 5 ans, que les sujets plus jeunes. Il se passe donc quelque chose d'important dans cette première année. Il n'y a donc pas que le post-opératoire à prendre en compte, mais plus que probablement toute la première année, à tous les stades, mais surtout pour les sujets de stade 3, les sujets qui ont un cancer colorectal de stade 3, et je vous rappelle que les sujets âgés ont plus souvent que les jeunes des gros cancers et des cancers évolués. Et au-delà de 75 ans, quand on regarde ces mortalités, le sujet de plus de 75 ans a un excès de mortalité à 1 an de 16% par rapport au sujet plus jeune. Alors cette surmortalité à 1 an, quels sont ces facteurs de risque? Bon, on a l'âge, on vient d'en parler, on n'y revient pas. Le sexe, c'est pareil pour l'homme et la femme, pas d'importance. On a le Charlson. Alors pourquoi le Charlson? C'est de l'ASA, c'est exactement la même chose, sauf que là on parle en médecine, on ne parle plus en chirurgie. Donc le Charlson influence bien sûr de manière significative le stade, on a envie de dire aussi, attendez, le stade principalement pour le rectum, beaucoup plus que pour le côlon, comme vous pouvez le voir, et puis ce qui va survenir en post-opératoire, c'est-à-dire les complications. Et cette surmortalité, en même temps, on a vu quels étaient les facteurs, eh bien, elle va influencer le taux de réhospitalisation post-opératoire pour la première année, et ce, quel que soit le stade, principalement pour les stades, bien sûr, les plus évolués, elle influence le taux de réhospitalisation et elle influence la mortalité. Mortalité à 1 an des patients réadmis en post-opératoire. Post-opératoire, c'est dans les 30 jours qui suivent. Elle est de 26% versus 11% lorsqu'ils ne sont pas réadmis. Et juste pour petit rappel pour les chirurgiens de la salle, l'analyse de nos réhospitalisations en post-opératoire fait partie de l'analyse de nos risques. Et les facteurs prédictifs de cette réhospitalisation, c'est avant tout les comorbidités du patient, l'intervention en urgence,
les transfusions qui sont souvent signe en fait d'une chirurgie qui est difficile, ça colle en réalité. Et puis cet autre facteur, tous les patients qui, venant de chez eux, ne peuvent pas ensuite retourner chez eux et nécessitent d'être institutionnalisés. Et la décompensation de ces comorbidités, on voit que c'est avant tout elles qui vont influencer cette surmortalité en post-opératoire et cette surmortalité en avant, que ce soit des pneumopathies cardiovasculaires, l'AVC, des complications thromboemboliques. Et ça, c'est pour nous rassurer tous. Finalement, nos fistules anastomotiques ne sont pas plus graves chez les jeunes que chez les plus âgés, elles sont toujours graves. Alors, finalement, sur quoi on se base, et ça Fabien l'a bien dit, on réfléchit à deux quand on a opéré un patient. D'un côté, on a l'anesthésiste, et de l'autre côté, on a le chirurgien. Alors, le chirurgien, on lui présente un patient, il se dit, voilà, est-ce que je vais pouvoir retirer l'affaire? Donc, il pense résicabilité, donc le bilan d'extension, les marges, les ganglions, enfin tout ce qu'on veut, on s'excite beaucoup. Et puis de l'autre côté, on a l'anesthésiste qui lève les bras au ciel quand il y a un sujet âgé, et qui lui va penser opérabilité. Et opérabilité, nous le classe avec cet hasard que Fabien vous a bien décrit. Cet hasard où on sait que quand le patient est classé ASA 4 ou même ASA 5, finalement, si on l'opère, c'est une autopsie. Quand il est classé ASA 1, en principe, si on a un pépin, c'est le tribunal. Quand il est classé ASA 3, ça passe ou ça casse. Et quand il n'est pas classé ASA 2, bon, en principe, ça devrait bien se passer. Mais on a une espèce de vocabulaire commun, et là on se connaît bien. Et si on regarde maintenant la classe ASA, notre étude, Macari, j'espère que ça sent bien, mais tant mieux, qui a étudié donc assez récemment en 2010 la classe ASA par rapport à un autre facteur qui peut se rajouter, c'est cette notion de fragilité, de frailty, que l'on retrouve dans la littérature anglo-saxonne. On voit que la classe ASA seule, on est bien sur la courbe qui est pas mal, ça classe bien finalement le risque de complications à 1 an. Mais que si on rajoute cette notion de fragilité, eh bien on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus spécifique. ASA 71% versus ASA plus fragilité 81% pour évaluer les complications post-opératoires ou la perte d'autonomie, c'est-à-dire l'institutionnalisation. Alors oui, c'est important d'évaluer les comorbidités. ASA, c'est une comorbidité. La fragilité surajoutée, ça, on ne sait pas bien le faire, parce qu'on sait que la survie dépend de la chirurgie, l'urgence versus l'électif, et on sait que ça va influencer tout notre arbre décisionnel. Et ça, c'est Neumann qui a étudié un papier qui est sorti assez récemment, en 2012. Et la classe ASA, la survie et la morbidité en post-opératoire et 1 an va être influencée bien sûr par les comorbidités, c'est la classe ASA, par l'âge au moment du diagnostic, mais également par tous ces éléments qui sont des éléments évaluant la fragilité. La démence, la perte d'autonomie, l'oxygénothérapie, la fragilité. Et qu'il faut impérativement, en plus de cette classe, savoir aller chercher plus loin sur les complications post-opératoires, savoir aller chercher plus loin quelle va être l'influence de cette fragilité sur l'âge. Alors en conclusion, décision opératoire, ça dépend avant tout du temps d'aide anesthésie chirurgicale, que l'indication opératoire reste quand même posée sur la résicabilité et l'opérabilité, qu'on sait que la survie spécifique d'un sujet âgé est identique au sujet jeune, et qu'il faut faire attention à cette surmortalité à 1 an, largement influencée par la fragilité, que l'on a toujours beaucoup de mal, nous seuls anesthésistes et chirurgiens, à évaluer, se faire aider par les gériatres. Pour mémoire, une vraie évaluation gériatrique par un gériatre, ça prend plus de 2 heures. Attention. Merci à vous.